Les Foins Finaux, un balado qui présente 6 entreprises agricoles de l'Estrie qui choisissent de faire des plantes fourragères pérennes. Malgré les défis, les plantes fourragères pérennes sont un atout sur ces entreprises. Découvrez-les avec nous. Je me présente, Marie-Pierre Landry, agronome chargée de projet en plantes fourragères pérennes et agriculture régénératrice au CIRC. Aujourd'hui au balado, j'ai rencontré Maude Fontaine de la ferme Fontabelle à Weedon. La ferme Fontabelle, c'est une entreprise laitière qui fait du foin de commerce. C'est surtout une grosse équipe, parce qu'on va se dire 48 000 petites balles faites tout à la main, ça en prend des bras. C'est beau de voir plusieurs générations travailler ensemble et se faire confiance à ce point-là. Je pense que la ferme Fontabelle sont où ce qu'il en est aujourd'hui parce qu'ils se sont fait confiance puis ils se sont appuyés rapidement sur les forces de chacun des membres de la famille. Si vous ne connaissiez pas les Fontaines, ça me fait plaisir de vous les faire découvrir. Bonne écoute! Salut Maude! Salut Marie-Pierre! Comment ça va? Ça va toi? Yes, ça va super bien, merci de m'accueillir chez toi pour enregistrer le podcast Les Foins Finaux. Je me demandais si tu pouvais commencer par présenter ton entreprise. Ben oui, la ferme Fontabelle est une entreprise de la 6e génération où est-ce que moi puis mon frère, on est établis avec mes parents, mais également avec nos conjoints respectifs. Puis, on est une entreprise qui se spécialise dans la production laitière, mais on fait aussi du foin de commerce et un peu de grande culture. Parfait. Ça ressemble à quoi les superficies, les quantités, ces choses-là? Bien, à ce moment-là, on est rendu à 205 kilos de quota. On a un peu plus de 650 acres en culture de prévu pour l'année 2024. Cool. Ça ressemble à ça, la ferme Fontabelle. Puis, le foin, c'est combien de petites balles? Sais-tu? Je sais que tu as demandé à Maxime avant. Ben là, ça dépend. Okay. Tu sais, 2023, ouais. là, hein, l'été qu'on a eu ou qu'on n'a pas eu, c'est-à-dire, tu vois, 2023, là, ça a été vraiment moins bon. On a fait un 18 000 petites belles de première coupe. 18 000. Puis on l'a fini au 5 septembre. Tu sais, en 2008 et en 2009, là, les deux étés pluvieuses, là, on s'est dit, hey, on avait fini la première coupe une année au 30, puis l'autre au 31 d'août. Fait qu'on se disait, jamais on pourra battre ça. Plus jamais ça va être aussi pire. Plus jamais. Mais là, l'année passée, ça a été un record que là, on voudrait pas rebattre encore en 2024. 2024 peut pas être pire, mais pour comparaison, en 2022, on a fait 44 500 bales de première coupe qu'on a fini au 11 juillet. On a fait en 3 semaines. Plus après ça, un 10 000 de deuxième. En 2023, on a quand même réussi à en faire un 6-7 000 là, dans les champs qu'on avait été chanceux ou qu'on avait pris des risques de faire un peu à la fin de juin. Fait que ça fait quand même mal, là, tu sais, quand ça représente, bon an, mal an, plus ou moins 10% des revenus de l'entreprise, là. C'est sûr que là, plus le quota laitier augmente, ça diminue un peu la proportion, mais ça n'en reste pas moins. C'est quand même une grosse partie de l'entreprise, là. Oui, vraiment. Puis, comment ça, vous avez choisi de faire ça? Ça a commencé en 1999, parce que nous, on a toujours eu plus grand de terre que nos besoins pour le troupeau. Puis là, vendre du foin pour les vaches, c'est peut-être moins... c'est moins payant. Un peu, mais tu sais, mon père, à l'époque, j'avais quand même 5 ans, faut le spécifier. Mais bref, c'est ça. Il y avait quelqu'un de la meunerie qui était débarqué avec un acheteur américain qui cherchait des fermes dans le coin pour faire du foin de commerce parce que faut se le donner en Estrie versus le nord-est américain. C'est pas vraiment, tu sais, le New Hampshire, le Vermont, c'est pas des gros climats, des gros États qui s'est propice à faire du foin. Fait que, tu sais, nous, on est bien localisés pour ça, en Estrie. Qu'on est proche, là, aussi. Oui, question de frontières, ça l'aide. Fait que là, il était venu, puis on a commencé, je peux pas vous dire les candidats en 99, mais ça a commencé de façon progressive. Une coupe de vanne, juste pour... Ouais, une coupe de vanne qu'on avait en surplus, qu'on l'a écoulée, puis on a eu cet acheteur-là pendant près de 18 ans. Puis après ça, ben, ça a concordé avec les années qu'il y en a beaucoup en Estrie qui se sont mis en enfer. Donc, notre acheteur a décidé de faire moins loin de l'autre côté de la frontière. Fait qu'il s'en est trouvé des plus proches. Mais c'est pas grave, on a toujours réussi à se trouver des bons acheteurs quand même, là, puis qui sont là année après année. Là. OK, vous réussissez à écouler tout votre stock, puis c'est pas une crainte que vous avez. Là. Non, on sait qu'on va sortir, mais 2022, qui a été une bonne année pour tous, ben là, on a fini à l'automne 2023 à sortir notre foin. Ouais. Un an. Fait que là, une chance, pas chance. Une chance, pas chance qu'en 2023, il n'a pas fait beau parce qu'on aurait clairement manqué de place pour le stocker. Ouais. Mais ça reste qu'on n'aurait pas eu besoin de ce stress-là.
Puis une chance, là, en 2023, mon frère, il s'est dit, je vais faire un peu plus de... Je vais refaire du soya cette année. Ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas fait. Fait que ça nous a fait un 60 acres de moins en foin. On était très contents d'avoir ça de moins à faire en foin. En 2023, on va se le dire, là. Ouais. Fait que cette année, on le refait encore en 2024, là. On s'est acheté une batteuse aussi, fait qu'au moins, on est plus autonome pour cette production-là, là. Fait que ça nous... Tu sais, il faut être diversifié en agriculture, hein. Fait que là, ça nous fait comme un autre porte de sortie. Oui. Puis ça s'intègre bien dans la rotation. Puis, j'aimerais ça qu'on explique, parce que là, on est à Weeden en ce moment. Ouais. Fait que le maïs grain, c'est peut-être pas le Klondike, là. Non, il y en a. Tu sais, on est capable, là, mais tu sais, l'année passée aussi, ça n'a pas été a year to remember pour le maïs. Là. Ouais. Il y a juste le soya qui a eu 1,5 tonne de rendement à l'acre. Ce qu'on était wow! Mais le maïs, tu sais, quand il faut que tu fasses 2 tours dans le champ, le premier tour pour ensiler ta boîte, on se pognait la tête à 2 mains, tu sais. Ça regarde pas bien, là. Je pense qu'il y avait beaucoup de disparités dans le maïs l'année passée aussi, là, fait que on va espérer que 2024 soit mieux pour tout. Tu sais, on en parle un petit peu, là, mais selon toi, puis ton frère, vos conjoints, c'est quoi les défis, autant de la production laitière que de la production de foin de commerce pour vous? C'est la stabilité puis la météo, tu sais. Ouais. Je sais que ça fait niaiseux, mais quand t'as pas d'été, ben là, après ça, t'es pas capable de faire du foin ou d'avoir des fourrages de qualité pour les vaches. Puis là, avec l'été pluvieux qu'on a eu, ben là, on s'en ressent tout l'hiver parce que les analyses, ça teste pas comme ça devrait tester. Fait que là, ça vient compliquer la donne. Mais ouais, c'est de réussir à avoir de quoi de stable, tu sais, d'avoir des bales qui soient toutes d'un beau foin. Tu sais, t'en fais 44 000, mais tu veux toutes qu'ils soient belles, tu veux toutes qu'ils soient égales, qu'il n'y ait pas de poussière, tu sais, de la constance. Là. Ah ouais. Même chose dans les fourrages pour les vaches, parce que qu'est-ce qui est de pire qu'une année comme cette année, que, il fait un peu beau, tu fais un peu dans le bag. Le lendemain, t'en as refait un peu. Ben là, t'as rien de stable pour les vaches, puis après ça, ça joue. Là. Fait... Où tu prends ton analyse? Ben, c'est ça aussi. Où commence la première coupe? Où finit la première coupe? Où commence la deuxième? Exactement. Puis là, ben, mon chum qui est préposé au bagueur cette année, il s'est mis une petite cacane. Fait que sur le bag, il s'est fait plein de lignes pour se rappeler, OK, là, je changeais de champ pour être capable de faire le suivi parce qu'il y a tellement de disparités, d'essayer de faire notre mieux pour être le plus constant dans tous les écarts qu'on peut avoir. Là. Fait que je pense que c'est vraiment ça le plus gros défi, que ce soit les écarts d'analyse ou les écarts de météo, de comme pour faire qu'est-ce qu'on a du mieux qu'on peut puis en tirer profit. 44 000 petites balles, ça se fait avec de la machinerie ou avec du monde? Les deux, mais beaucoup d'huile de bras. Ouais, hein? On n'est pas au système cardinal. Et là, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est un peu fou de faire 44 500 bales. Cordé sur le camp, pas de système cardinal, mais j'avais déjà fait l'exercice de compter. On est à peu près une 20aine de personnes. Quand on fait un chantier de foin, parce que en finissant au 11 juillet, bien, il y a des journées qu'on était 2 chantiers dans 2 granges. Même, on a 3 sites qu'on peut entreposer. Fait que c'est l'avantage, on peut se séparer, mais ça reste que ça l'inclut tout le monde qui met la main à la pâte, que tu sois dans le champ, en train de garder les petites, ou de faire les repas parce qu'il faut le nourrir, ce beau monde-là. Oui, ça fait une équipe, un village quasiment rendu à 20 personnes. Quasiment, là. Donc, mais on a la chance de toujours avoir eu du monde. Puis, si on va au système cardinal, on va investir le profit qu'on fait. Fait que c'est un peu ça pourquoi on préfère conserver ça à la vieille méthode. Puis on va se le dire, là, l'hiver, ça tient en fond, faire des ventes de foin. Et l'été aussi, je suis sûre. Oui, mais on dirait que l'hiver, c'est ça. Ça réchauffe plus vite. Ouais, mais ça fait passer le temps des fêtes, là. Tu sais. ça dégrise plus vite. Ouais, c'est ça, là. Je me demandais, avec, tu sais, vous êtes autant de monde d'impliqués, ça ressemble à quoi le processus décisionnel, que ce soit dans les tables, dans les champs, on fauche-tu ou on fauche pas, tout ça, ça se place comment dans vos décisions, dans vos soupers? Comment que ça fonctionne? On a chacun tout un peu nos départements. Tu sais, mon chum s'occupe plus de l'alimentation, mon frère va s'occuper plus des récoltes, moi plus dans l'étable, mais ça reste que on essaie vraiment de tout le monde se parler puis de se concerter, tu sais. Faut être capable de prendre chacun des décisions dans le day-to-day, mais là, il arrive, on est pour faucher, on prend-tu un risque? Ben, on se consulte ou... OK, qu'est-ce qu'on fait? On va dire que ce champ-là, puis au pire, s'il annonce beau après-midi, la météo est mieux, on va en remettre un autre à terre. Fait qu'on essaie de se concerter puis que tout le monde soit d'accord, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise
pour personne. Puis c'est ça, comme quand c'est le rush des foires, ben tout le monde met la main à la pâte au foire. Quand il y a un rush dans l'étable, c'est les sabots ou quoi, ben là, tout le monde vient aider dans l'étable. Là. Fait que... Parfait, ça. Ouais. Puis, avez-vous des personnes plus ressources qui peuvent vous épauler dans vos décisions? Parce que c'est quand même une grosse entreprise. Là. Tu parles dans nos intervenants externes? Ah, ça peut être des intervenants, ça peut être juste des gens, d'autres producteurs que vous validez ou... Oui et non, on dirait que je suis comme pas capable de répondre. Tu sais, dans notre coin, il y a comme pas personne qui a aussi grand pour le même microclimat. Des fois, mon frère, il a un bon ami qui est à Sherbrooke, puis des fois, on compare la météo, puis c'est carrément pas la même chose. Fait qu'on dirait que faut comme se fier à soi-même là-dessus, puis avoir nos propres références. T'sais. Comment vous trouvez ça? C'est une bonne question. Est-ce que, tu sais, comme parce que je te le pose, tu dis, ah ben là, finalement, on s'arrange pas mal tout seul, ou ça ferait bien d'avoir du monde pour se comparer ou pour partager les défis? C'est sûr que ça serait bien. On dirait que tu vois... Soit tu le couperas au montage, tu veux l'enlever, mais... Tu sais, comme la financière, il y a été un bout qu'on cotisait pour avoir l'assurance récolte. Puis là, tu arrives une année comme là, puis selon la station météo qui est à Stratford, puis l'autre ailleurs, vous êtes correct, mais tu sais, peut-être qu'il aurait fallu l'avoir sur nos fermes, parce qu'à un moment donné, ça va être ça qu'on va être rendu à avoir. C'est qu'il y a tellement de microclimats un peu partout que c'est vrai que ça devient difficile, ça doit pas être évident, mais à un moment donné, avec toutes les technologies qu'on est rendues, il me semble qu'on devrait être capable d'en avoir un peu plus de précision là-dessus. Là. Puis de cotiser, puis de jamais être payé, c'est pas rassurant. Là. Ben non, puis on se dit tant qu'à ça, tant qu'à cotiser dans le vide, ben on va garder ces sous-là pour autre chose. Là. Ouais. On n'aura pas de misère à trouver de quoi. De quoi dépenser. Ouais, ben c'est ça. Je me demandais, c'est quoi... Puis peut-être que la réponse est pas si évidente que ça, mais est-ce que vous avez des outils qui ont changé votre vie? T'sais, on parlait du système cardinal tantôt, vous avez fait le choix de pas le prendre. T'sais, ça, pour quelqu'un, ça aurait pu être un outil bien impressionnant. Ça peut être les robots. Je sais pas si vous avez comme en tête, toi, personnellement, un outil qui a vraiment changé la donne chez Ferme Fontabelle. Un macérateur. Ah ouais? Ouais. On avait commencé au début, quand on n'était pas certain de vouloir en acheter. On avait fait une parcelle qu'on l'avait macéré et l'autre non. Puis on gagnait littéralement une journée de séchage. Là. Fait que dans les étés qui sont courts, ça vaut vraiment la peine. Mais c'est beaucoup d'entretien et l'opérateur doit être vraiment minutieux. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut opérer. Là. C'est qui opère? Mon chum. Maxime Lafont. Maxime Lafont. Préposé au macérateur. Oui. Donc ça vient vraiment nous donner un coup de pouce pour optimiser nos chantiers de foin. Là. Cool. Est-ce que vous mesurez vos rendements? Oui. Souvent, on va y aller par... en fait, on va les quantifier. Okay. Mes parents ont un agenda où est-ce qu'ils notent à chaque fois qu'on fait des récoltes, c'est-tu des grosses baies, les petites baies, combien les quantités. Puis on y va à peu près selon l'ancrage, mais ça va être plus à la sortie, quand on va vendre. Mm-hmm. Bien là, ma belle-sœur, elle a fait un Excel. Donc, par exemple, dans l'hangar, à telle date, elle a sorti tant de baies de première coupe. Puis après ça, c'est plus pour suivre. Mais on l'a pas, peut-être pas assez précise par... Comme pas par champ, mettons. Non. OK. C'est selon ce qu'on rappelle. Là, on peut se le dire après une journée de foin. Là, aujourd'hui, on a fait tant de baies dans tant d'arcs. Bon, ben, rendu à Saint-Cy de l'année, on est dans le target de ce qu'on devrait sortir à l'arc. Là. Ah, ça, on se le fait quand même, mais plus tu le sers avec une bière à la fin de la journée. C'est encourageant un peu. Oui, c'est ça. Puis, si les rendements ne rentrent pas en ligne de compte officiellement, comment est-ce que vous choisissez quel champ qui rentre dans les rotations? Bien, comment ça fonctionne? Quand mon frère implante une prairie, il va y aller avec un mélange de graminées puis de légumineuses. Souvent, côté graminées, c'est plus fétuque-mie, puis un peu de la luzerne comme légumineuse. Donc, les 2-3 premières années, tout dépendant, ça va servir à l'alimentation pour le bétail. Puis après ça, quand c'est plus la graminée qui est dominante, ça va être pour le troupeau. Fait que ça nous permet d'avoir 6-7 ans. Ça va être pour j'imagine que tu veux dire pour le fonds de commerce. Oui, excuse-moi, j'ai fait... non, c'est correct. Juste que ça faisait beaucoup de choses pour le troupeau. pour le fonds de commerce, là. Parfait. Fait que ça nous permet de
d'optimiser, si on veut. Puis de ces prairies-là, ben ça permet qu'ils soient là 1 ou 2 années de plus avant d'y retourner. Puis on va se chercher... Fait qu'il n'y a pas de champ pour le fonds de commerce puis de champ pour les vaches. C'est qu'ils vont l'être, ça dépend du stade d'implantation. OK. Fait que c'est vraiment à ce niveau-là. Puis est-ce que le maïs aussi rentre dans... Tu sais, est-ce que c'est une rotation complète ou est-ce qu'il y a des champs qui vont être toujours en fin, qui vont le rester ou le maïs puis même le soya maintenant rentre aussi dans une rotation complexe sur tous les champs? Oui, c'est une rotation complète. OK. C'est combien... Mettons, tu sais-tu combien d'années de maïs puis habituellement? Un maximum 2 ans de maïs, tout dépendant de comment. Tu sais, comme là, l'année passée, avec toute la pluie qu'on a eue, mon frère, au lieu de faire une 40aine d'arbres d'implantation de prairie, il faut faire 120. Mm-hmm. Fait que là, il y a peut-être des champs que, tu sais, ça vient tout bousculer, là. Fait que c'est pour ça que peut-être qu'il faut qu'ils s'ajustent un peu avec, dépendant des années, mais sinon, on essaye pas plus. C'est ça, ça circule puis que ça fasse une belle rotation. Puis combien de temps vous gardez vos champs de foin à peu près? Environ 6-7 ans. Ça va dépendre des étés, là, mais c'est ce qu'on vise. C'est bon d'avoir des plantes pérennes, puis on a beaucoup de lisiers, de porcs dans... Il y a des porcheries dans le rang, plus qu'on a pour le bétail, fait que ça nous prend des superficies, puis c'est super là, pour le fond de commerce. Ouais, c'est un super un fertilisant qui est super intéressant quand c'est le voisin en plus. Oui, bien c'est ça, là. C'est très local. Parfait, ça c'est des bons... C'est toujours des bons fertilisants. Le plus proche, le mieux. Est-ce que, quand je te dis, est-ce que vous avez un meilleur coup? Est-ce qu'il y a soit une décision que vous avez prise ou une année en particulier qui a été exceptionnelle? Ça a été l'année 2022 qu'on a réussi à faire autant de foin en si peu de temps, parce qu'après ça, tu vas te chercher une 2e coupe, puis une 3e coupe dans ces champs-là. Fait que c'est ça que tu permets d'optimiser ta machinerie, puis les superficies qu'on a. Mais ça a juste été d'avoir pris des risques peut-être au bon moment. Tu sais, c'est la météo, là. Puis dans l'entreprise globalement, mettons, tu sais... il y a eu quand même une expansion qui est impressionnante là, depuis les 10 dernières années quand même. Là. Je pense que c'est qu'on a réussi à construire aux bonnes années. Ouais. On a construit en 2010, puis après ça, il y a eu la rareté de quotas. Fait qu'on a été, pendant 6 ans, 2 robots 60 vaches. Là, fait que le foin a énormément aidé parce que c'était pas assez pour payer. Fait que ça venait aider. Puis après ça, 2016-2017, s'est mis à donner beaucoup de quotas. L'État était à moitié. Fait qu'on a pu tout avoir ces pourcentages-là. Puis en 2019, on a décidé de construire, même si on trouvait que Caroline, c'est cher. Et finalement, une chose qu'on l'a faite, parce qu'après ça, après 2020, la pandémie, aurait été plus cher. ça aurait été vraiment pire. Fait que ça, on est vraiment contents. Puis là, on a encore de la place en masse dans l'étable. Fait qu'on est prêt pour les prochaines années. Là. Parfait. Fait qu'un peu la même chose, est-ce que il te vient en tête une pire année ou une pire décision que vous avez appris vraiment beaucoup ou que vous aimeriez vous éviter, là, mettons, à nouveau? C'est embêtant. Je te dirais que c'est toujours, avec ces chantiers de foin-là, des fois tu dis « Ah, Colin, on va être correct, il n'y a pas de risque. » Finalement, t'es le soir, la journée achève, tu sais que t'en as le lendemain, tu regardes le radar, il y a un orage qui s'en vient. C'est le stress que ça occasionne de comme... OK, ben on va piner la grosse presse. Parce que dans ces cas-là, pour éviter de tout perdre, on part puis on essaie d'en presser le plus possible avant la pluie. Là. C'est tout le temps le stress que ça occasionne. Mais est-ce que c'est de là dire que c'est une mauvaise décision? C'est des risques qui sont pris. À un moment donné, il faut toujours bien que t'avances. Ben, c'est ça. Là. Ouais. Sinon, j'essaie de penser. Mais c'est plus des petites décisions day-to-day, mais de quoi qui est assez gros, j'ai rien qui me vient en tête. Parfait. Qu'est-ce que tu dirais qui est la force de Ferme Fontabelle? C'est l'équipe. Ouais. C'est l'équipe. Je pense qu'on a chacun notre département, puis ça fait que, rendu à cette grosseur-là d'entreprise, on focus sur quelque chose. Mm-hmm. Moi, j'admire les gens que faut qu'ils gèrent l'alimentation, faut qu'ils gèrent la repro, faut qu'ils gèrent toute la comptabilité en même temps. Faut que tu aies des compétences dans tout, que tu sois bon pour te revirer sur un 17. Mais c'est... Au niveau de ton horaire, là, c'est fou, là. Tandis que là, ben, moi, je sais que je suis plus focusée sur les vaches, fait que ça me permet de me spécialiser un peu plus, là. Ouais. Mais c'est sûr que des fois, ça vient... ça peut venir une lacune quand que, bon, ben, il y en a un qui part en voyage, ou comme là, il y a quelque chose qui arrive, puis, c'est moins mon département, mais bon, on finit toujours par s'arranger, puis... Mais oui, je pense que c'est ça, notre force. Puis, comment... tu
tu sais, mettons, il y a quand même une bonne différence d'âge entre toi puis Maxime, ton frère. Puis, tu sais, comment t'as trouvé faire ta place un peu dans la routine que ton frère avait? Puis, plus que ça, comment Maxime, ton conjoint, il a fait sa place aussi dans, tu sais, comme dans l'équipe au complet? Là? Moi, j'ai aimé ça. J'ai 10 ans de différence avec mon frère, puis 13 ans avec ma sœur. Mais moi, j'étais plus jeune, j'avais 13-14, il y avait 23-24. Je le suivais partout. Des fois, il devait être cool, tanné. hein? Oui. Mais j'allais avec lui, je le suivais partout. Fait qu'à un moment donné, bon, ben, il s'est mis à m'intégrer des tâches. Puis je pense que ça l'a vraiment aidé parce que déjà, mon père il avait fait comme une transition avec mon frère. Mais là, mon frère, il voyait que j'étais intéressée, fait qu'il pouvait me libérer. Ben, m'apprendre certaines tâches. Fait que, tu sais, à 14 ans, il m'a appris à faucher. Je faisais certaines tâches où il aimait moins les vaches. Fait que 14 ans, c'était moi qui faisais les choix de taureau puis qui s'occupait de la repro. Là, il partait dans le sud. J'étais en secondaire 2 puis c'est moi qui s'occupais du DSA puis qui faisait les piqûres des vaches. Là. Fait que je pense que ça l'a vraiment aidé. Puis là, de voir les enfants de mon frère, j'ai la même différence avec ses enfants que j'ai avec lui. Fait que je trouve ça vraiment cool qu'il y ait comme, je sais pas si on peut appeler ça une demi-génération. Oui. Ben, de voir que là, l'intérêt qu'ils portent, qu'eux, ils ont 10 ans de moins que moi, mais là, de voir que mes enfants aussi, là. Fait que là, de voir les enfants, mon frère qui s'occupe de mes enfants, tout en faisant le tâche à l'étage, fait que je pense que ça fait vraiment une belle... Une belle roue. Ouais, une belle dynamique, là, qui est à la ferme. Puis Maxime, lui, là-dedans. Oui, c'est vrai. Mais non, mais écoute, j'ai fait une introduction, mais tu sais, le crunchy aussi, c'est Maxime. Oui, ben ça a bien été parce que l'entreprise a toujours été en expansion. Fait que lui, il est venu s'installer, puis il avait peut-être regardé un peu être insénateur dans le coin, en se disant, est-ce qu'il va avoir assez de travail pour moi? Puis ça n'a pas été long que... Maxime, sa force, il est bon dans tout. Des fois, il trouve que ça lui nuit parce qu'il est trop sollicité. Mais, tu sais, il va aller faire un peu de plomberie, il peut aller inséminer une vache, il va aller faire de l'alimentation. Là, je suis rendue capable de faire des intraveineuses, mais un bout, je n'étais pas capable, fait que je l'appelais en renfort. Fait que ça a été... Ben, je peux pas dire que ça a été facile, ben, relativement. Il y avait une place pour lui sans le savoir. Là. Exactement. Puis là, ben, je voudrais pas faire équipe avec personne d'autre. Ben oui. Ouais. Maxime, il vient d'une ferme aussi. Là. Oui, Maxime vient d'une ferme à Quaticook. Fait que ça avait été un peu le... Mais il y avait un choix certainement à faire à un moment donné de Ouais. Weeden ou Quaticook. C'est ça, parce qu'il était établi sur la ferme avec ses parents. Oh. Fait que ça avait été une décision, un petit peu plus difficile. Parce que moi, je me voyais moins aller là-bas, même si j'aimais sa famille et tout. Le rang 4 m'attirait trop. Fait que là, c'est fort, hein? Ouais, l'équipe aussi, hein, c'est bon pour garder son monde. oui, ça s'explique pas, ça se sent. Fait que... Et puis je pense que quand on te regarde avec Maxime, puis on regarde même toute la famille au complet, on voit que Maxime, il est rentré dans le rang, il y avait une place pour lui dès le début quasiment, on dirait. Là. Oui, vraiment. Fait que on est bien heureux de comment c'est rendu aujourd'hui. Hein. Génial. Qu'est-ce que tu dirais qui est le facteur limitant de l'entreprise en ce moment? Ça peut être, tu sais, dans ben là, on est limité par ça si on voudrait agrandir, ou là, ben on a une grandeur qui nous satisfait, là, on essaie d'optimiser les tâches pour avoir du temps de libre en famille. Vers où, tu sais, comme c'est quoi, en ce moment, la prochaine chose sur laquelle vous voulez travailler? Ce qui me vient en tête, il y a un peu la machinerie. Les coûts, ça l'a tellement explosé. On a fait des soumissions de tracteurs nus, on est tombé en bas de notre chaise. On dit ça n'a aucun sens. Comment qu'on va pouvoir arriver? Puis, veut pas, avec le foin, avec la grosseur de la ferme, ça en prend plusieurs. Fait que là, on se dit comment qu'on va faire pour arriver à avoir de quoi qu'il y a de l'allure comme prix, puis d'optimiser les tâches. Là. Fait que, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, ça va être un autochargeuse pour faire les rations, parce que là, ça va pouvoir libérer un autre tracteur, mais ça a un coût, ça aussi. Fait qu'on dirait que c'est un peu ça, là. Puis, tu sais, quand on dit d'être le plus autonome possible, les gars essayent de... Ben, je pense un peu comme tout agriculteur, là, d'essayer de se réparer parce que tout augmente un peu partout. Là. Non, tu peux pas toujours envoyer ça au garage. Là, non! Faut que tu sois capable d'en faire toi-même. Là. C'est ça, des fois, t'as pas le choix, puis là, t'as un peu mal au cœur quand tu vois la facture. Fait que je pense que le facteur limitant, c'est vraiment d'apprendre à être le plus autonome possible parce que tout va coûter tellement cher autour de nous à un moment donné qu'il faut... Oui, faut le calculer. C'est ça. Parfait, ça. T'as-tu un autre facteur limitant que tu penses? Oui, il y a un autre facteur limitant, c'est que c'est la relève, comment qu'on est établi pour nos veaux, nos tares. Là, on a augmenté, oui, l'étable des vaches laitières, mais à un moment donné, l'étable pour élever les tares, elle n'a pas nécessairement grossi. Fait que là, on essaye de remodeler ce qu'on peut avec ce qu'on a.
d'avoir de quoi d'optimal, mais on sait qu'éventuellement, ça va être de quoi qu'il va falloir investir, une nouvelle étape à tard. Mais c'est ça. Fait que là, on veut essayer d'avoir le plus de relève possible avec le plus petit bâtiment, avec le moins de dépenses. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire plus attention parce qu'on veut continuer de prendre l'expansion, mais à un moment donné, si t'as beau mettre plus d'animaux dans ton étable, t'en auras pas plus en bout de ligne parce que si il y a trop de surpopulation, ça fonctionnera pas. Là. Ouais. Fait que là, on est rendu là, ça va être ça le tournant à court-moyen terme pour l'entreprise. Investir pour les veaux pléthards. Ouais. Parce que, mais tu sais, c'est ça, c'est une partie d'élevage qui coûte super cher, là, veux pas, parce que ils sont pas productrices, là. Tu sais, c'est pas une place le fun d'aller mettre de l'argent, d'habitude. Non, puis pourtant, tes veaux, si t'en prends pas soin puis qu'ils sont hypothéqués, ils vont pas performer comme ils devraient. Puis après ça, ben c'est les paiements que tu fais pas comme ils devraient parce que tes torts, ben ils ont pas été... Ils veillent pas aux jours optimaux. Oui. Comme le pic de lactation est pas optimal non plus. Ça. C'est tout ça, il vient du début, là. Fait que tu t'en fais ressentir. Fait que je pense que c'est le coût de l'investir, mais après ça, c'est d'être gagnant par rapport à tout le confort qu'on va pouvoir leur offrir de plus, puis les soins. Parce que là, en ce moment, ils sont dans un autre bâtiment. C'est ça, ils sont dans l'ancienne étable. Exactement. Ils sont dans l'ancienne étable juste ici, puis on a acheté un autre site il y a 2 ans. Puis on s'est dit, bon, il n'y a pas d'animaux, on a du foin, est-ce qu'il y a de quoi à faire? Fait qu'on fait venir le contracteur, puis on le regarde, puis oui, on pourrait faire de quoi, mais pour 200 000 $, ce serait correct, parce que tu refais du nœud avec du vieux, puis l'autre contrainte, c'est que nos 2 fenils sont pleins de foin. Fait que souvent, l'ingénieur, il dit « Ah, mais tu devrais déplacer tes poteaux, faire ci. Ah, on peut pas, là. Il faut stocker du foin. » Fait que c'est un peu comme un couteau à double tranchant. On veut pas... on va pas aller se construire de quoi pour stocker du foin quand on a de quoi en l'air. Fait qu'on va construire de quoi pour les veaux. Fait que là, c'est comme de faire ce qu'on a avec ça. Ouais. De voir c'est quoi la meilleure des options. Puis, ouais, tu sais... J'ai bien confiance que vous allez trouver une solution qui est très hot. T'as-tu, Maud, un souvenir qui est cher à tes yeux par rapport au foin? Oui, ben, même quand j'étais plus jeune, j'ai toujours aimé la frénésie d'une journée de foin. T'sais, oui, on est occupé puis on court, mais ici, ça a tout le temps été avec bonheur, optimisme. T'sais, on est content de ces journées-là, puis depuis que je suis toute petite, là, de voir les voitures à foin arriver ou d'aller bêler avec mon père, puis... juste de rentrer dans la grange puis de sentir l'odeur du foin, là, ça ravive des souvenirs qui sont loin. Là. C'est vraiment fort de voir l'esprit d'équipe que vous avez, parce que moi, je me souviens, une de mes plus longues journées de ma carrière d'agronome a été de semer du foin avec ton frère, puis il était hors de question que je parte sans qu'il me dise qu'il avait plus besoin de moi, tu sais, puis je pense pas que je l'aidais tant que ça, mais mon Dieu, que fallait que je fasse le plus possible, puis je pense que ça fait partie de la contagion de votre esprit d'équipe, je pense, parce que de vouloir mettre l'épaule à la roue, c'est ça. C'est pas donné à toutes les entreprises, tu sais, comme d'être contagieux comme ça, puis clairement, vous l'avez. Ben, c'est de s'entraider, puis c'est sûr que c'est pas toujours facile, mais l'énergie que tu mets dans le négatisme puis dans le défaitisme, là, ben tu l'as pas pour le reste. Puis ça te gruge bien plus que d'essayer de voir les bons côtés, parce qu'à chaque mauvaise situation, il y a des bons côtés, puis après ça, tiens, on dirait que ça te redonne le regain. Là. Il y en a des mauvaises journées, mais on essaie de pas les voir puis de focusser sur le meilleur qui s'en vient. Ouais. Le podcast s'achève déjà. Je me demandais si je fais une 2e saison des Foins Finaux, y a-tu quelqu'un ou un type de personne en particulier que tu aimerais entendre un podcast qui parle de foin? Ben, je serais curieuse de voir d'autres personnes qui font du foin, comment ils combinent ça avec leur production à eux, parce que, tu sais, nous, on connaît notre cas avec le troupeau laitier, je trouve que ça se marie bien, mais y a-tu d'autres productions, comment qu'ils font pour s'en sortir ou pour arrimer ça avec ce qu'ils ont déjà? Là? C'est toujours le fun d'avoir de la diversification puis de voir tout ce qui peut se faire dans le foin. Merci Maud, j'apprécie vraiment nos échanges, puis merci d'avoir accepté du premier coup, évidemment, je savais que t'embarquerais dans mes niaiseries, là, mais merci d'avoir participé aux Foins Finaux, puis je te souhaite une super belle saison 2024 avec 4 jours de beau temps, 2 jours de pluie tout l'été. Puis de la pluie samedi, dimanche. Ouais, tout le temps samedi, dimanche, la pluie, je dis 4, 5, 6 des fois, mais tu sais, toujours au minimum 4 jours de beau temps. Ben, merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci d'avoir pensé à nous. C'est bien gentil. Puis c'est toujours plaisant d'accompagner
de jaser. Hey, merci Maud, bonne journée. Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du volet 3 du programme Prime Vert. Merci à l'Union des producteurs agricoles de l'Estrie. Merci au Conseil québécois des plantes fourragères d'appuyer notre projet.